La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais qui était véritablement l'homme qui a popularisé ce terme? Pourquoi avait-il, à 34 ans, pris fait et cause pour défendre la province Haute-Volta, mais en fait l'Afrique, Kamita, la mère patrie, n'est-ce pas? Pourquoi avait-il pris sur lui de défendre l'Afrique? Qu'est-ce qui peut expliquer son intrépidité au combat, son érudition, son talent d'orateur, mais aussi, et malheureusement pour certains, sa candeur, voire peut-être sa naïveté quand on a vu que les conditions dans lesquelles il a dû partir? Qui mieux que notre grande sœur, notre mère, son épouse, pour nous parler de lui? Quelle était véritablement sa pensée politique? Autant de questions que nous allons répondre. Mais nous ne pouvons le faire, bien entendu, sans la personne la plus idoine pour nous parler de Thomas Sankara. Et frère, nous allons en parler à travers le livre qu'a commis le professeur Jean-Emmanuel Pondy, intitulé Thomas Sankara et l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle, chez une jeune maison d'édition qui mérite d'être encouragée, Afrique Éveil. Une maison d'édition camerounaise sans publicité. Toutefois, chers téléspectateurs d'Afrique Média et auditeurs de la radio Cheikh Anta Diop de Yaoundé, bienvenue à votre émission spéciale Renaissance africaine, avec une invitée toute particulière, en la personne de Madame Sankara. Sans plus tarder, vous allez me permettre de vous la présenter. Madame Sankara, bonjour. J'allais dire maman aux grandes sœurs. Vous savez qu'on a une affection particulière pour celui qui était votre mari, mais en fait qui était notre grand frère et qui aujourd'hui serait certainement notre papa. Donc, sans plus tarder, je vais vous demander quelles sont les raisons, quelles sont les motivations pour lesquelles vous êtes venu au Cameroun. Je suis venue à l'invitation du professeur Jean-Emmanuel Pondy, qui a écrit un livre de Thomas Sankara et l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle. Donc, il m'a demandé de venir pour la dédicace de son livre et j'ai répondu à cette invitation. Ouais. À ce livre, justement, vous avez fait la préface, ce qui est exceptionnel. Jusqu'à présent, il y a un certain nombre de livres qui ont été publiés sur votre mari et sur lesquels vous n'avez pas fait de préface, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que spécialement pour celui-là, vous avez décidé d'en faire la préface? Parce que j'ai trouvé que son ouvrage est important. C'est un document, un livre qui sera facile à lire, qui permettra à la jeunesse, parce que partout aujourd'hui on entend les discours de Thomas Sankara, on entend parler du sankarisme, et lui il a bien restitué dans son livre ses idées, et donc je trouvais que voilà, c'était une bonne chose aussi d'apporter, de soutenir, de contribuer à l'important la préface de la communauté. Des idées, le président Sankara, n'est-ce pas, en avait. De l'action, il l'a posée. Maintenant, avant de comprendre comment que son action politique, sa pensée politique, on aurait souhaité savoir qui était véritablement ce monsieur-là. Dans quelles conditions a-t-il vécu et comment a-t-il pu se forger, n'est-ce pas, un tel tempérament? Alors, je vais répondre à votre question, mais je vais dire que si ceux qui nous écoutent pouvaient lire le livre d'Emmanuel Pondy, ils comprendraient beaucoup de choses parce que je trouve qu'il a su bien le retracer dans son livre. C'est-à-dire que Thomas fait partie de ces personnes qui, en grandissant, ont regardé leur environnement, ont été touchés par les choses qui les touchent, par leur sensibilité et tout. Il a toujours été révolté contre l'injustice. Et donc, il est né, il a grandi pendant la période coloniale. Donc, vous savez, à cette époque, et puis aussi, on a pu, comme beaucoup de personnes de son âge, de mon âge, qui ont vécu dans cette période, ont vu ce qui se passait. Donc, ça ne pouvait pas, on ne peut pas, c'était difficile d'accepter ces injustices. Et grandissant aussi, il a pu connaître ces grands auteurs panafricanistes et il a suivi ce qui se passe dans le monde et dans ce pays. Donc, ça ne pouvait pas. Tout
ceci explique... Ce qu'on aimerait en savoir, on aimerait en savoir plus, mais dites-nous, il y a d'autres personnes qui sont nées dans les mêmes conditions, mais pourquoi lui, quelle est la raison pour laquelle lui particulièrement était aussi sensible? Est-ce son éducation qui l'a préparé à cela? Est-ce que l'éducation familiale dans la maison de Thomas Sankara, y avait-il un climat particulier tel que les personnes qui y naissaient avaient une sensibilité particulière à l'humain? Bon, vous savez, chaque personne a sa sensibilité, a son caractère. Et il est né aussi dans une famille qui n'était pas insensible à l'injustice. Disons que son père a servi aussi l'armée coloniale. Vous voyez, donc déjà il est né dans un milieu où, bon, à l'époque, les relations entre les gouvernants et les gouvernés étaient une perception particulière. Et, bon, mais moi, je vous invite à lire le livre, parce que c'est bien reçu. Bien entendu, nous savons la plume facile du professeur Pondy, n'est-ce pas, et sa capacité à expliquer les choses les plus compliquées dans les mots les plus simples. Mais dites-nous, depuis que vous êtes là au Cameroun, que pensez-vous de l'écho favorable, n'est-ce pas, dont bénéficie le président Sankara? Est-ce que vous êtes personnellement très intrigué, très étonné de voir comment, au-delà du Burkina Faso, comment est-ce que sa popularité, n'est-ce pas, se fait présente partout en Afrique et notamment au Cameroun? Oui, ça je l'ai senti vraiment au Cameroun. J'avoue que je vais dans les pays africains, je sais que Thomas est apprécié partout. Je suis allée au Burkina, mais dans beaucoup de pays africains, quand j'y vais, je ne vais pas dans un contexte de Thomas Sankara. Je pars beaucoup de séjours privés, mais j'attends. Mais là, cette fois-ci, j'ai pu vraiment mesurer que les Camerounais sont ouverts à ce que Thomas a fait, qu'ils ont compris. C'est sous cette jeunesse, ça m'a beaucoup impressionné et épaté. D'accord. Dites-nous, au-delà de ça, vous êtes quand même la maman du sankarisme. Quels sont vos rapports et vos liens avec les courants panafricains et notamment ceux qui se réclament véritablement du sankarisme? Oui, ben, j'avoue que certains me sollicitent, on a des fois des échanges et tout. Il y en a pas mal. En tout cas, je suis souvent en contact avec beaucoup de ces organisations panafricanistes. Bon, on a dernièrement vu que c'est l'une de ces œuvres au Burkina Faso, la jeunesse s'est levée en se revendiquant quelque peu, n'est-ce pas, du sankarisme. Mais malheureusement, on n'a pas vu cette idée, n'est-ce pas, se prolonger et devenir une effectivité au Burkina. Quelles, d'après vous, les raisons pour lesquelles, malgré cette volonté, cette compréhension, cette adhésion, n'est-ce pas, ceci ne se traduit pas de manière politique? Voilà. Oui. Effectivement, comme vous, moi aussi, j'ai constaté ce résultat. Mais il faut dire que la jeunesse, moi je l'explique parce que beaucoup ne sont pas, parce que pour voter il faut s'inscrire, certainement beaucoup ne l'ont pas fait. Et il faut dire aussi que quand même pendant 27 ans de mentalité et tout ça pour les changer, il faut du temps. Mais il y a une jeunesse vraiment dynamique qui travaille. Je crois que peut-être c'est trop tôt. Peut-être que c'est ce que j'ai constaté. Peut-être que c'est trop tôt que voilà, ce soit des sankaristes. Mais je ne désespère pas. Parce qu'on verra avec le temps et tout ça. Mais il y a de l'espoir. Parce que l'esprit sankariste existe, les idées sankaristes existent. Et on attend de voir, de faire avec le temps. Pensiez-vous qu'après son décès, n'est-ce pas, il y aurait eu une effervescence aussi longue en ce qui concerne lui, en ce qui concerne le président Thomas Sankara, ou vous pensez qu'avec lui était mort l'esprit de la révolution? Bon, mort l'esprit au Burkina Faso, c'est vrai que les Burkinabés ont été traumatisés, c'était difficile. Mais avec le temps, parce que Thomas Sankara, comme il même disait, c'est des graines qu'ils ont sémées, les graines finissent par pousser. Et je crois que ces graines ont germé partout dans le monde et comme au Burkina aussi. Donc quand ça germe, on attend les fruits vont se produire. On attend les fruits.
D'accord. Là, pour revenir au livre, le professeur Pandine, n'est-ce pas, redonne une dimension, une perspective à l'œuvre du président Sankara. Notamment en parlant des OND. De son vivant, est-ce que vous-même, ou est-ce que lui avait conscience que le projet dont il était porteur s'inscrirait dans le futur au point d'impacter véritablement le développement de l'Afrique, ou de donner un sillage de manière définitive pour le développement de l'Afrique? C'est-à-dire que ce qu'il faisait, les actions qu'il voulait que soient menées, ils étaient convaincus parce que c'était réfléchi. Or, ils savaient que c'était ce qu'il fallait pour l'Afrique. Donc malheureusement, il devait être en avance sur son temps. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Certaines personnes ont pris ces actions, ne l'ont pas bien pris. Mais aujourd'hui, le président aujourd'hui nous montre que ce qu'il avait dit, c'était bien réel. Que ce soit sur la dette, que ce soit sur l'éradication de la pauvreté, la diminution de la pauvreté dans nos pays, que ce soit la réduction des trains de vie de l'État, que ce soit même développer notre propre économie en comptant sur nos forces et tout ce que consommons, ce que nous produisons. Et nous voyons que ces mots d'ordre aujourd'hui sont d'actualité, mais à l'époque c'était difficile. Parce que le problème c'est qu'il fallait que nous, qu'on amène que ce soit les Africains publics, que ce soit les Africains qui arrivent même à dominer l'économie de son pays, parce que le modèle qui était initié était un développement autocentré. C'est-à-dire que l'Afrique, la croissance de l'Afrique devait venir par les Africains même. Mais bon, vous savez, c'est pas facile. Il n'y a pas que les Africains. Ça veut dire qu'il faut que nous arrivons à avoir confiance en nous-mêmes pour nous prendre en main. Et je pense que c'est en train de se faire, parce que les Africains sont combatifs et cette jeunesse, elle est vraiment combative. Et je pense que beaucoup de choses vont changer. Deux dernières questions, je sais que vous êtes là au Cameroun et vous allez partir bientôt et je ne vais pas vous fatiguer, mais je voudrais revenir un peu sur les conditions, n'est-ce pas, malheureusement de son décès, notamment de l'amitié que Thomas Sankara avait pour Blaise Compaoré. Parce qu'il y a plus d'une fois, il a été raconté, on lui a raconté, il y a eu des témoignages qui font apparaître, n'est-ce pas, que Blaise Compaoré est en train de préparer quelque chose contre Thomas. Mais jusqu'à là, Thomas restait complètement détaché et demandait qu'on laisse faire, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il en arrive, était-il véritablement naïf de penser que la révolution, que Blaise Compaoré et lui étaient sur la même ligne? Bon, c'est-à-dire que toute la préoccupation de Sankara, c'était le peuple. Et moi, je vous fais une confidence. Quelques jours, ce que vous dites, c'est vrai, beaucoup de gens lui ont dit, ils sont allés même voir ses parents pour dire faites attention. Mais il y a cette amitié et pour lui, le peuple était très important et ce qu'il faisait pour le peuple, rien ne pouvait dépasser cela. Et donc, je me souviens que, bon, c'est vrai qu'en tant qu'épouse, quand vous entendez toutes ces choses, vous ne pouvez qu'être inquiète. Donc, connaissant mon angoisse, un jour, j'étais à la maison, je ne sais pas pourquoi ce jour, je n'étais pas allée au travail. Et il m'a envoyé un mot et puis il me dit que, bon, tu vois, les choses vont aller bien, que Blaise va démasquer les gens qui sont en train de nous diviser. Il va se démarquer de ces personnes et nous pourrions continuer la révolution. Donc, il était convaincu, il était vraiment persuadé qu'il finira par se rendre compte parce que ce qui les a unis, c'était cette préoccupation pour le peuple. Parce que je vous dis, moi, quand j'ai connu Thomas, je l'ai vu avec Blaise Compaoré. Quand il venait, au moment où vous pensez que vous devez dormir, Blaise était là, ils étaient en train de discuter. C'est toujours des syndicats, toujours politique et tout. Donc, il pensait qu'en cette personne, il avait trouvé quelqu'un qui partageait ses idées. Et donc, quel que soit ce qu'il y avait, il était déterminé. En tout cas, ça a été toujours son souhait, quel que soit ce que les gens disent, que Blaise revienne sur sa position et qu'ils puissent travailler ensemble. Donc, moi-même, je me dis que le jour où il a vu les armes se pointer sur lui,
Il a dû se dire que donc il s'est complètement trompé. Parce qu'il y a des moments, ce que vous dites, ils avaient une organisation, ça aussi c'est... Un jour, il est venu de la réunion de cette organisation, le CNR et tout. Ah, il me dit, ah vraiment, j'ai peur, oui, pour Blaise. Je dis, pourquoi? Il dit que parce qu'ils l'ont pris à la partie, des gens lui ont dit, certainement on a dû dénoncer que ses intentions. Il dit, bon, vraiment, il ne faut pas qu'il souffre, qu'il se fasse du mal et tout ça là. Ah, il dit que moi, j'ai répondu comme ça. J'ai dit, ah bon, j'ai dit, bon, je ne sais pas, je dis, tu penses, hein? Bon, parce que pour lui, la révolution c'était tout, quoi. C'était leur but, c'était sa raison de vivre. Moi-même, je dis, bon, la rivale que j'avais, c'était la révolution. Ok, bon, ça, il fallait la accepter. révolution, oui. D'accord. Mais au-delà de ça, avec le recul maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que le président était, pour son époque, bon, c'est vrai qu'il était avant-gardiste, mais qu'il était un peu trop naïf parce qu'en même temps, son discours s'attaquait quand même à l'impérialisme. On a vu la manière, j'allais dire, forte avec laquelle il s'est exprimé devant le président, français, n'est-ce pas? Et donc, en soi, c'était déjà, comment dire, aller toucher les abeilles. Oui, pour vous dire, quelqu'un qui connaît Thomas Sankara, c'est une personne qui n'a pas peur. Il était militaire. Vous savez, les militaires, ils s'exposent à tout. Donc, il fallait dire la vérité. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas faire de détour. Il dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'il pense. Parce que, comme on dit, quand on veut faire des omelettes, on ne peut pas ne pas casser des œufs. Bon, mais il était persuadé aussi qu'il y aurait le soutien de toutes les personnes qui l'entouraient. Mais bon. Donc, mais au-delà de ça, est-ce qu'il quand même il lui arrivait d'évoquer la mort, de parler de la mort, d'un point de vue, soit de la philosophie, soit d'un point de vue philosophique, simplement où il pensait qu'il était encore trop jeune pour pouvoir l'évoquer? Parce que l'un des entretiens qu'il a eu avec un sociologue suisse, n'est-ce pas, dont le nom me reviendra, Jean Ziegler, justement. Avec Jean Ziegler, ils ont parlé et il a dit à Jean Ziegler, en parlant de Che Guevara, n'est-ce pas, il s'était interrogé à un moment sur la mort, notamment en parlant de la mort de Che Guevara. Est-ce qu'il arrivait qu'il parle de manière très franche, n'est-ce pas, de cette possibilité? Avec moi, non, parce que pour ne pas m'angoisser. Mais bon, ce qui est sûr ça dit qu'il se disait que c'est quelque chose qui pouvait, voilà, c'est quelque chose qui pouvait arriver. C'est quelque chose qui pouvait arriver vu qu'il était, ce qu'il faisait et tout ça. Il s'est dit qu'un jour ça peut lui arriver. Bon, alors l'histoire a fait ce qu'elle a fait. Maintenant, depuis, est-ce que la famille Compaoré, n'est-ce pas, au vu des relations que vous avez précédemment, est-ce qu'il n'y a pas un membre de cette famille-là qui s'est excusé ou tout au moins s'est senti gêné en vous voyant, en vous disant que ce qui est arrivé était véritablement injuste? Au-delà de ça, quels sont vos rapports avec la famille Compaoré? Nous n'avons aucun rapport avec la famille Compaoré. Compaoré qui allait dans la famille de Thomas, qui considérait le père de Thomas et sa mère comme ses parents. Il ne s'est jamais présenté à eux pour s'excuser. Non, pour leur donner une explication, rien. Ils sont partis sans avoir vu la soi-disant tombe de Thomas. Et puis bon, ils sont restés comme ça, dans l'attente qu'on leur dise quelque chose, juste à ce qu'ils partent. Non, nous n'avons aucun rapport avec la famille de Compaoré. Donc du jour au lendemain, vos rapports sont devenus très froids et très impersonnels. Oui, séparés, on s'est séparés. D'accord, nous sommes parvenus au terme de cette émission, mais je voulais toutefois vous demander quel est votre message, n'est-ce pas, à la jeunesse. Oui. Ce que je dirais à la jeunesse, c'est d'avoir confiance en elle-même, de se prendre à main, de pouvoir compter sur elle-même. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on ne peut que compter sur soi parce que l'Afrique a tous les atouts et ces jeunesses aussi ont toutes les possibilités, ont tous les atouts pour permettre à l'Afrique de s'en sortir, d'aller de l'avant. Donc, justement, toutefois, on a bien vu que le président, dans le cadre du livre, n'est-ce pas, il y a une dimension, il y a une note très positive en ce qui concerne l'œuvre de Thomas Sankara.
en l'inscrivant dans cette postérité-là. Pensez-vous qu'effectivement, c'est de la mission, en fait, c'est de ce côté-là qu'il faudrait regarder Thomas, d'un point de l'avenir, non plus en parlant de lui au passé comme c'était un fossile qu'on extrait juste pour de l'émotion, mais qu'on devrait plutôt s'accrocher à son message qui nous montre, qui nous indique l'avenir. Je pense que ce serait bien, c'est-à-dire ce qui est le sankarisme. Je crois que le sankarisme, c'est-à-dire que c'est le message qu'il a laissé pour permettre à la jeunesse de construire un avenir. C'est pourquoi je dis pouvoir compter, avoir confiance en soi-même et compter sur ses propres forces, se prendre en charge. Je crois que ça, c'est un message fort qu'il a donné. Et puis c'est ça, et puis comme on dit, des valeurs, c'est-à-dire que l'homme africain, on sait que l'homme africain est un homme digne, intègre. Ça, ce sont des valeurs importantes. Notre solidarité africaine, notre fraternité, l'honnêteté, et ce sont des bases sur lesquelles notre développement peut se reposer. Parce que quand on est intègre, on ne peut pas ne pas tenir compte du respect de l'intérêt des autres, ne pas partager. Je pense que partager et aussi éviter l'injustice. Je crois que c'est vers ce sens que notre jeunesse devrait se tourner, travailler dans ce sens, se prendre en charge, avoir confiance et dire que l'Afrique est pour elle et que c'est à elle de construire que, comme Thomas l'a dit, oser inventer l'avenir, que la jeunesse peut inventer son avenir. D'accord, mais au Cameroun, on dit on aurait dit que le président Thomas Sankara aurait mis serait mis en mode dérangé, en demandant aux hommes d'aller au marché. Et il avait quand même un peu dérangé, quand même de nous avoir dérangé, les Africains, de demander aux hommes qui sont bien barbus, n'est-ce pas, d'aller au marché. Est-ce que c'était pas quand même quelque chose qui n'avait pas un peu osé là quand même? Bon, oser, c'est trop dire. C'est-à-dire que vous savez qu'il est un défenseur des femmes. Oui. Et les femmes, quand même, comme on le dit, présentent la moitié, sinon plus de la moitié, et que rien ne peut se faire sans la femme. J'ai même visité le musée camerounais, j'ai vu un endroit où on montre même la naissance du Cameroun par la femme. C'est la femme qui représente tout, cette femme qui met au monde et tout. Donc, vous savez, la femme est au centre de tout. Ça, dire au monsieur d'aller au marché, c'est pour connaître les réalités. Et tout ça, ça fait partie aussi du problème économique. Parce que vous savez, quand c'est plus facile de donner 100 francs à la femme, fais-moi un repas, et de revenir à midi pour dire, oh, la sauce, elle n'est même pas bonne, il n'y a pas de viande. Mais une fois qu'ils sont allés au marché, ils se sont rendus compte. Bon, c'est ça, mais bon, je pense que aussi c'est ce côté... c'est ce côté humoristique et tout ça du président Sankara. Bon, c'était avec un plaisir ce jour-là que beaucoup sont allés en riant. Sinon, c'était pas une obligation. Oui, non, mais il faut dire que là, un peu, on termine un peu sur les notes d'humour, parce qu'on a vu que Thomas Sankara avait quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Oui. À plusieurs conférences, notamment à l'OUA, il a fait rire tout le monde, n'est-ce pas, tout en gardant son sérieux. Est-ce à dire qu'à la maison aussi, c'était un parent, un papa blagueur, quelqu'un qui parlait des choses, j'allais dire des choses ordinaires, et qui faisait rire les enfants, ou vous d'ailleurs. Ah oui, c'est-à-dire que quand il ne pose pas sa casquette de président, c'était une personne agréable, avec qui tout le monde est à l'aise. Il savait vous mettre à l'aise. C'est une personne agréable. D'accord. Merci, chers téléspectateurs d'Afrique Média, chers auditeurs de la radio Cheikh Anta Diop, la 101.1 à Yaoundé, la radio des savoirs. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes parvenus au terme de cet entretien, de cette interview, qui était certes très courte, mais il faut dire qu'elle a son pesant d'or. À la prochaine émission de Renaissance africaine, je profite pour vous dire que les émissions de Renaissance africaine vont redémarrer très bientôt, parce que le président d'Afrique Média a donné, n'est-ce pas, les possibilités qu'on recommence la production de cette émission. À bientôt. Très bien.